Au sommaire de cette édition, le Mali réaffirme avec force sa détermination à se hisser au rang des nations pionnières engagées dans l'action climatique. Déclaration du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à la COP 29. À Bakou, les dirigeants mondiaux sonnent l'alerte en faveur de la réduction du climat mondial. Nous ferons le point de cette deuxième journée avec nos envoyés spéciaux. Rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel, c'est le thème de la 5e édition du Forum régional des jeunes qui a démarré ce matin à Bamako. La leçon inaugurale est donnée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous irons à Ouagadougou pour parler de l'ouverture de la 19e édition de la Semaine du numérique avec comme thème la transformation digitale et développement économique, enjeux des fintech. La délégation malienne est conduite par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou nous ouvre les portes du tribunal ecclésiastique, une structure qui ne se substitue pas aux cours et tribunaux du pays. Comment fonctionne ce tribunal jusqu'ici très peu connu et comment s'adresser à ce tribunal? Les éléments de réponse dans ce journal. Vous servir est un plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Nous vous l'annoncions hier, la tenue du sommet arabo-islamique à Riyad sur la situation en Palestine et au Liban, un sommet sanctionné par une déclaration commune dans laquelle les dirigeants de la Oumma islamique appellent à la cessation des hostilités dans les deux pays. Le Mali était représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. À la fin du sommet, le général de division Abdoulaye Maïga a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée transitoire du Burkina Faso et le ministre des Affaires étrangères du Niger. Une occasion de passer en revue les grandes orientations prises par les pays de la Confédération des États du Sahel. Je vous invite à écouter le ministre d'État au micro de nos envoyés spéciaux à Riyad, Khadija Toukone et Aruna Diarra. C'est devenu une coutume. Chaque fois que nous nous rencontrons lors de sommets ou de rencontres comme la rencontre ici à Riyad, c'est tout à fait normal de se retrouver et surtout de rendre une visite de courtoisie à l'autorité, à l'espèce. C'est le président du Conseil national de transition du Burkina Faso. Nous avons fait le point, la mise en œuvre des différentes activités. Aujourd'hui, il y a une feuille de route avec le général d'armée, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, assure la présidence de la Confédération AES. Il y a une feuille de route qui porte sur 3 axes. Les axes diplomatiques, le développement et la défense, bien entendu, et également la communication comme axe transversal. Nous avons un peu exposé à l'honorable président du CNT donc la mise en œuvre de cette feuille de route sur plusieurs aspects. Et le plus important, nous avons bénéficié de ces sages conseils et orientations. Je pense qu'il a été dit, c'est des défis. Je pense que nous sommes là pour relever ces défis. Et surtout mettre en exécution les visions de nos plus hautes autorités, à savoir leurs excellences, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Niger, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Voici un peu l'échange assez bref que nous avons eu avec le président du CNT. Je vous amène à Bakou, en Azerbaïdjan, pour parler des activités de la deuxième journée de la COP 29. Les dirigeants mondiaux ont sonné l'alerte en faveur de la réduction du climat mondial. Les nations en voie de développement et celles développées doivent toutes ensemble traduire leurs intentions en actions concrètes. Le Mali, pour sa part, se joint à ce mouvement et s'inscrit dans la dynamique. Notre pays réaffirme avec force sa détermination, à se hisser au rang des nations pionnières engagées dans l'action climatique, suivant les explications de nos envoyés spéciaux Alousseni Touré et Aboubakar Traoré depuis Bakou.
En ce jour 2 de la conférence sur les changements climatiques s'est tenu le sommet des dirigeants mondiaux sur l'action climatique. Tour à tour, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la mairesse de Kuala Lumpur, Maimouna Sharif, et même les astronautes de la NASA ont délivré chacun un message de mobilisation autour de notre planète. Tous les dirigeants ont été appelés à se mobiliser pour des actions concrètes coordonnées en faveur de la réduction du climat mondial. Présent à cette COP29, le ministre en charge de l'environnement représentant notre pays a réaffirmé la position du Mali. Aujourd'hui, il est plus que urgent pour tous les pays du monde de se mobiliser pour faire face aux conséquences des changements climatiques. Donc, il a rappelé les promesses et les devoirs des pays développés qui ont profité de cette pollution aujourd'hui dont nous subissons les conséquences. Donc, c'est le devoir de ces pays développés de mobiliser, de mettre les moyens à la disposition des pays en voie de développement pour qu'ils puissent amorcer les transitions énergétiques. En ce qui concerne le Mali, nous sommes tout à fait en phase avec lui et c'est la position du Mali. Il faut que nous réparons cette injustice climatique par la mobilisation des ressources financières. Les besoins financiers aujourd'hui sont évalués à environ 3 000 milliards de dollars par an pour que nous puissions atteindre l'objectif de réchauffement limité à 1,5 degré Celsius. Le Mali a foi en ses déclarations et formule l'espoir que les nations respectent leurs engagements. En tout cas, dira le ministre Samaké, aucune nation ne pouvant s'en sortir seule, le sauvetage de la planète sera le fruit des actions et des engagements de tous. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'agir. Soit nous agissons, soit c'est l'humanité qui risque de périr. Que Dieu nous en préserve. Donc nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de mobiliser les moyens. Et comme je l'ai dit toujours, personne ne va s'en sortir tout seul. C'est une question de survie, c'est une question existentielle aujourd'hui. Toutes les interventions, en tout cas, qui ont eu lieu pendant ces segments de haut niveau, ont insisté sur cela et la mobilisation est là. Les chefs d'État et de gouvernement sont attendus à la deuxième partie du sommet de haut niveau des dirigeants mondiaux prévu le 18 novembre prochain. En attendant, beaucoup d'autres événements émailleront la COP jusqu'au 22 novembre, date de sa clôture. Direction le Burkina où s'est ouverte ce matin la 19e édition de la Semaine du numérique. Le thème de l'édition 2024 est la transformation digitale et développement économique, enjeu des fintech. Le Mali et le Niger sont les invités spéciaux. Pendant une semaine, les professionnels de l'industrie du numérique vont échanger sur les opportunités de la finance digitale afin de réussir la transition digitale dans l'espace AES. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre du Faso. La délégation malienne est conduite par le ministre en charge de l'économie numérique, Alhamdou Ag Ilienne. Le reçu de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tamsir Diabaté et Mbaragou Maïga. Le numérique, une opportunité à saisir pour le développement économique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est désormais la vision et l'ambition des gouvernants et gouvernés pour donc faire de cela une réalité. À la faveur de cette 19e édition de la Semaine du numérique de Ouagadougou, les acteurs concernés vont réfléchir et examiner les opportunités qu'offre la finance digitale. Cela en vue de trouver une réponse commune pour une transition digitale reçue dans l'espace AES. La révolution du numérique impacte tous les aspects de nos sociétés et de nos économies et joue un rôle central dans la croissance économique, l'innovation et la compétitivité des nations. Elle est source de nombreux changements, tant positifs que négatifs, qui ont un impact direct sur nos activités de tous les jours. C'est pourquoi je voudrais ici pour saluer les pertinences du thème choisi ainsi, transformation digitale et développement économique, enjeu des fintech, qui cadre parfaitement avec nos priorités actuelles. Ces nouvelles technologies financières au cœur du développement des start-up fintech constituent donc de véritables enjeux
qu'il nous faut maîtriser et encadrer. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Cette maxime de l'une des figures les plus marquantes de la révolution industrielle trouve un écho particulier aujourd'hui, alors que notre région est en proie à des défis sécuritaires qui requièrent de tous une réflexion et des actions collectives dans tous les secteurs clés du développement. La 19e édition de la Semaine du numérique se tient dans ce contexte. Votre présence ici à Ouagadougou renforce non seulement l'éclat de cet événement, mais aussi notre ambition commune de faire du numérique un moteur d'intégration dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, invité spécial de cette 19e édition sur le thème « La transformation digitale et le développement économique, enjeux des fintech », a amorcé le pas avec la digitalisation de moyens de paiement qui aujourd'hui est en train de booster l'assiette fiscale. Convaincu de la nécessité de la réforme, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a réitéré son engagement ferme et total à opérationnaliser la digitalisation des moyens de paiement, dont le lancement officiel a été effectué le 19 juillet 2024 à Bamako, avec comme tremplin l'adoption par le gouvernement du document de politique nationale de développement de l'économie numérique et de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui ont permis d'obtenir des résultats tangibles, tant sur le plan du développement des infrastructures que sur le plan du développement et de l'accessibilité des services financiers et des fintech. Du fait de son impact sur l'activité économique et sur l'emploi au Mali, tout doit être mis en œuvre pour que la digitalisation des services financiers se développe davantage et serve d'accélérateur pour la croissance socio-économique et pour la lutte contre la pauvreté dans notre confédération. Le rendez-vous de Ouagadougou se veut une plateforme d'échange et de partage pour faire du numérique un moteur d'intégrateur et de développement dans l'espace AES. Ici, à Ouagadougou, pour cette 19e édition de la Semaine du numérique, le maître mot, c'est hisser les drapeaux des pays de l'AES pour construire à travers le numérique. L'école de la citoyenneté, les jeunes du Mali ont échangé ce matin avec des membres du gouvernement sur les grandes réformes au niveau de chaque département ministériel. Les ministres en charge de la promotion de la femme, celui de la justice et leurs collègues de l'agriculture se sont prêtés à l'exercice. Le reportage de Fademba Keita. La citoyenneté s'hérite, mais s'inculque si la notion d'État, l'incivisme ou le manque de patriotisme échappe à plus d'un. La série de panels d'exposés sur les actions menées par les membres du gouvernement et sur des thèmes pertinents s'inscrivent dans ce cadre. Ils permettent aux jeunes de la deuxième cohorte à l'école de la citoyenneté de mettre l'État au devant de tout. Les axes de travail du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille dégagent les pistes d'épanouissement du groupe cible. Le gouvernement a aussi pour tâche, lorsque le jeune n'est pas suffisamment préparé, de les redresser, pour faire en sorte qu'en arrivant cette fois-ci à l'âge adulte, il puisse être un adulte consciencieux, travailleur, honnête, loyal, patriote, en tout cas toutes les vertus qu'on peut citer, pour que quand ils accèdent à l'âge jeune, ils soient déjà des bons individus. L'agriculture est le secteur incontournable pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans un pays. S'y intéresser et s'investir font des ingénieurs et techniciens d'agriculture, des paysans et autres de ce secteur des véritables citoyens. On constate avec beaucoup de plaisir que la mentalité par rapport au secteur agricole a beaucoup évolué. Et chacun comprend aujourd'hui que l'agriculture occupe une place importante pour le développement économique du pays. Ce n'est pas un secteur à négliger et il repose sur un aspect, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est indispensable pour notre pays. En plus de l'élaboration des textes de loi dans les domaines du droit de la famille, des procédures civiles et pénales, le ministère de la Justice et des droits de l'homme garantit le fonctionnement des juridictions. En plus de ces précisions, le ministre de tutelle invite les jeunes au respect strict des symboles de l'État. Nous avons particulièrement parlé des symboles de l'État qui sont particulièrement importants dans le cadre de cette citoyenneté. Parce que je crois que tout citoyen doit connaître les symboles de l'État, pouvoir les respecter. Donc j'invite nos jeunes à s'approprier
toutes ces valeurs, à respecter la loi, à respecter la Constitution, à la faire respecter et à respecter les symboles de l'État. Les nombreuses questions posées par les participants prouvent leur engouement pour les séances de civisme en cours. Lors de sa présentation, elle a touché sur 4 axes, qui est l'axe qui parle de la femme, celui qui parle de l'enfant, celui qui parle de la jeunesse. À travers ces programmes qui n'est pas vraiment seulement une formation, qui est une immersion dans l'histoire, à travers cette rencontre de différents ministres aujourd'hui. Comme les deux ministres ont eu à le dire, surtout les ministres de la Justice, c'est surtout le respect des symboles de l'État. Il a également mis l'accent sur le respect de la justice. Tout ce qui est interdit par la justice, nous devons le respecter. Le ministre de l'Agriculture nous a parlé de l'agriculture comme deuxième pilier de notre État après l'armée. Il dit que quelle que soit la souveraineté d'un État, tant que la sécurité alimentaire n'est pas assurée, ça n'a pas de sens. La refondation du pays ne peut répondre à l'attente souhaitée sans un renforcement de la notion de citoyenneté et de patriotisme. Nous parlons toujours de paix et de citoyenneté, cette fois-ci dans le Sahel. La question est débattue à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembeil et cela pendant 5 jours. Il s'agit pour les jeunes de sortir de la contestation et être une force de proposition pour accompagner les initiatives de développement dans la région du Sahel. La leçon inaugurale a été dispensée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. C'était en présence de Youssouf Diakité et de Sidiki Koulibaly. Les jeunes sont venus d'Afrique et d'ailleurs pour prendre part à cette 5e édition du Forum régional des jeunes. Il s'agit particulièrement des jeunes du Sahel. Pendant 2 jours, ils vont débattre de la thématique rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel, aller au-delà de la contestation. Ce thème fait exigence aux jeunes d'être une force de proposition. Le Sahel traverse une période charnière. Les menaces sécuritaires, les crises économiques, les tensions sociopolitiques et les changements climatiques font de notre région une zone de fragilité, mais aussi de résilience. Ce sont précisément ces défis qui imposent un rôle central aux jeunes, car ils ne sont pas seulement les bénéficiaires des changements à venir, ils en sont surtout les moteurs. Le Forum régional des jeunes est une initiative de Gorée Institute du Sénégal en partenariat avec le gouvernement du Mali. Nous pensons fondamentalement que les jeunes étant donnés qui sont le levier du développement parce qu'ils constituent au moins 73% au niveau du Sahel, il est important de leur faire confiance et de changer le narratif. Au bout du compte, il appartient aussi à nos élites de faire confiance à ces jeunes. L'initiative cadre avec la mission de l'Union africaine à travers son entité Miss Sahel à la recherche constante d'une paix durable au profit des peuples du Sahel. Parler du rôle et l'engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel, aller au-delà de la contestation, pour nous à l'Union africaine, c'est s'interroger sur comment capitaliser les dividendes du poids démographique de la jeunesse africaine. Le forum bénéficie également de l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas au Mali. La jeunesse, c'est le capital humain de votre pays, comme dans notre pays. Et c'est clair aussi que ce pouvoir de dialogue, power of dialogue, c'est un thème clé, parce qu'il faut s'en parler. Et quand on dit qu'il faut aller au-delà de la contestation, pour moi, c'est la même chose comme le processus de réconciliation. Crise politique et institutionnelle au Sahel. Quelle réponse pour les jeunes? Prévention et lutte contre l'extrémisme violent au Sahel. Rôle et responsabilité des jeunes. Gouvernance et citoyenneté. Ce sont là quelques sous-thèmes développés par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, paré de l'événement au cours de la leçon inaugurale. Ce qui est peut-être un préalable, c'est de définir le jeune qui s'inscrit dans la tranche d'âge, celui qui est défini comme tel dans sa communauté, ou celui qui se l'adjuge, qui s'autoproclame jeune. Dans quelle catégorie vous-même, ici dans la salle, vous vous situez? À la suite, je vous invite également à délimiter la gouvernance en tant qu'ensemble de processus, ensemble de structures et ensemble de pratiques par lesquelles une entité est dirigée. Quel modèle de gouvernance dont il s'agit ici?
Les panélistes vont répondre à certaines interrogations, celles relatives surtout à l'Internet comme espace de contestation ou de construction d'idées innovantes pour un meilleur changement. Ces 2 jours de débat permettront aux jeunes de formuler des recommandations allant dans le sens du renforcement du leadership et engagement civique et politique des jeunes comme facteur de contribution à la construction des États. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a organisé ce matin un forum de réflexion de haut niveau sur les mécanismes de financement innovants des projets portés par les femmes. Il s'agit là d'un pas de plus vers l'autonomisation de la femme. Le reportage de Abibatou Ditkoé Andjakiti. 2 jours de réflexion sur l'accès des femmes entrepreneurs aux mécanismes innovants de financement. Une activité organisée par le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAFE sous la coordination du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elle est appuyée financièrement par ONU Femmes. Objectif, réfléchir sur les dispositifs de financement existants, leur efficacité, leurs limites et les moyens de les innover. Ce forum constitue une précieuse occasion pour relever les progrès dans le secteur, mais également une belle opportunité pour revenir sur les défis financiers auxquels font face les femmes entrepreneurs au Mali, mais aussi les inégalités de genre qui persistent dans le secteur privé. Au cours de cette session, nous mettrons à lumière les défis auxquels font face les entreprises détenues par les femmes dans la recherche des financements. Des sessions et panels qui réunissent du 12 au 13 novembre des banquiers, des investisseurs, des représentants d'organisations internationales et d'agences de développement et bien sûr des femmes entrepreneurs. Malgré les efforts significatifs déployés ces dernières années par le gouvernement malien, les femmes entrepreneurs continuent de faire face à des défis majeurs en matière d'accès au financement. Qu'il s'agisse de discriminations subtiles dans l'accès au crédit ou d'une sous-estimation de leur capacité à gérer des affaires, ces barrières sont à la fois systémiques et structurelles. Il est donc de notre devoir de repenser les mécanismes traditionnels de financement et de mettre en place des solutions adaptées aux besoins spécifiques des femmes. Au terme de cette rencontre qui permet de faire le diagnostic nécessaire autour de la question, des remèdes seront proposés pour atteindre l'indépendance économique et l'autonomisation des femmes. Un mot sur l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations. Les forces armées maliennes ont mené des opérations de grande envergure dans la région de Bajangara les 10 et 11 novembre 2024. Elles ont permis de neutraliser des terroristes et détruire des motos. Le film des opérations avec Abdoulaye Sako. Le centre du Mali fait l'objet depuis quelque temps d'attaques terroristes. Ces hommes sans foi ni loi s'attaquent à des paisibles populations civiles. Mais les forces armées maliennes, fidèles à leur mission, continuent d'honorer leur serment au prix du sacrifice ultime. Le 10 et le 11 novembre 2024, la foudre s'est abattue sur les terroristes dans la région de Bajangara. D'abord, le 10 novembre 2024, des frappes aériennes de précision ont visé une colonne de terroristes au nord-est de Sofara. Elles ont permis la neutralisation d'une vingtaine de terroristes et 15 motocyclistes. Ensuite, le 11 novembre 2024, une grande colonne de motocyclistes se déplaçant le long de la falaise en direction de Digny-Dogon, Ségué et Koba a également été neutralisée. Le chef d'état-major général des armées informe que la région de Bajangara est sous haute surveillance. De ce fait, il invite les populations à plus de vigilance.
Et nous sommes de cœur avec nos femmes à Kaï, prise de fonction du nouveau commandant de la région garde numéro 1. Il a reçu l'étendard au camp des gardes de Kaï Diala. C'était sous la présidence du chef de l'exécutif régional, général de brigade Moussa Soumaré, en présence des autorités administratives, politiques, militaires et civiles. Le reportage de Kabadjara. L'étendard de la région garde numéro 1, de forme rectangulaire constituée de 3 bandes verticales représentant les couleurs nationales vert, jaune, rouge. Il vient d'être remis ce vendredi au lieutenant-colonel Mahamadou Tchema Niaré, le tout premier commandant de la région garde numéro 1 par le colonel Abdraman Keïta, inspecteur en chef de la garde nationale du Mali. Commandant de la région garde numéro 1, je vous demande d'honorer l'étendard en faisant preuve de leadership et de courage. Vous devez être un exemple pour vos hommes à travers votre engagement sans faille. Aussi, vous devez assurer les relais entre l'état-major de la garde nationale du Mali et vos unités en vous appropriant la vision du chef d'état-major qui est une garde nationale plus combattante, professionnelle et bien heureuse. Vous devez travailler à consolider la collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations civiles. En tant que commandant de région, je mesure l'importance de cette mission, et qui est de garantir la sécurité et la paix dans la région de Kaï. C'est un serment de défendre notre territoire, de maintenir l'ordre et d'apporter des contributions à la stabilité du pays. Le gouverneur de région, général de brigade Moussa Soumaré, a félicité et encouragé le tout premier commandant de la région garde numéro 1. En 1 de la reprise de Kidal par les forces de défense et de sécurité, c'était le 14 novembre 2023. Pour marquer cette date anniversaire, le RTM vous propose 2 éditions spéciales à partir de demain. Déjà ce soir, l'un de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, nous plante le décor. Bonsoir Ibrahima Traoré. C'est tout un programme spécial que prévoit l'ORTM pour marquer cet événement. Oui, bonsoir Awa Ditma Kamara. Vous l'avez dit, l'ORTM est bien déployé à Kidal, libéré par les FAMA depuis 1 an maintenant, oui. 1 an après, nous sommes là pour voir comment se porte Kidal, comment se portent les Kidalois. Ce sera à travers des témoignages et des reportages grand format. Nous tenterons donc d'avoir des réponses à certaines questions, notamment quelle est la situation sécuritaire dans la région. Où en sommes-nous avec le retour de l'administration et des services sociaux de base depuis la reprise de Kidal? Quid des déplacés internes et des réfugiés? Comment se porte l'économie locale, entre autres? Alors pour cela, nous irons à la rencontre des autorités administratives, politiques et militaires, des légitimités traditionnelles et des leaders d'opinion, mais aussi et surtout des populations, notamment les femmes et les jeunes. C'est donc un programme spécial Kidal à ne pas manquer sur nos antennes, avec le concours de la DIRPA et de la station régionale ORTM à Kidal. Awa Ditma Kamara. Merci bien Ibrahim Traoré. Rendez-vous est donc pris pour demain 13 et jeudi 14 novembre pour 2 pages spéciales Kidal. Retour à Bamako pour parler de la 29e session de la commission scientifique du Comité national de recherche agricole du ministère de l'Agriculture. Cette rencontre réunit les experts du secteur pour évaluer les progrès et définir les priorités stratégiques en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire. Occasion de présenter et d'adopter le rapport de la 28e session et de faire les points d'exécution des recommandations de la dernière session, nous dit Agibou Koulibaly. Cette 29e session de la commission scientifique s'est concentrée sur les défis majeurs de l'agriculture au Mali. La commission a abordé des sujets importants tels que l'impact du changement climatique sur les cultures, la modernisation des techniques agricoles et la mise en place de politiques d'autosuffisance alimentaire. Annuellement, nous essayons de mettre ensemble les chercheurs qui travaillent sur divers domaines pour voir les rapports qu'ils fournissent, les projets de recherche qu'ils ont à soumettre pour voir comment on peut
les évaluer. Donc il y a une commission qui est mise en place et cette commission a pour tâche de lire ces documents, de faire des propositions d'amélioration et d'orienter d'une manière générale les chercheurs sur le travail qu'ils doivent faire. Au cours de cette rencontre, les participants ont également souligné l'importance de la recherche et de l'innovation pour soutenir les agriculteurs locaux, tout en évoquant la nécessité de renforcer les partenariats avec des institutions internationales pour mieux financer les initiatives de développement. Au cours de cette 29e session, nous aurons à examiner 54 documents, dont 19 rapports de recherche en cours et 35 propositions de recherche, contre respectivement 24 et 25 propositions de recherche, soit 49 documents pour la 28e session de 2023, et contre respectivement 30 et 35, soit 65 pour la 27e session en 2022. Le président de la commission scientifique a rappelé que les conclusions et recommandations de cette rencontre contribueront à guider les politiques agricoles des prochaines années dans un contexte de plus en plus exigeant pour la sécurité alimentaire. L'ONG Karama Solidarity Belgique lance son projet de relèvement socio-économique. Il s'agit d'accompagner et de soutenir plus de 70 personnes en situation de vulnérabilité à Bamako et environ et à mener des activités socio-économiques. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de Adam Maïga. Les heureux du jour de l'opération socio-économique de Karama, Mombere Sissié et Djenebou Koulibaly. Le premier, professeur dans l'enseignement coranique au quartier Mali, la seconde, commerçante à Yirimadjo. Ils ont reçu chacun 1 161 000 francs CFA de l'ONG Karama Solidarity Belgique. Vraiment, je remercie l'ONG Karama Solidarity Belgique pour ces dons. Avec cet argent, je vais élaborer un projet pour que mes 22 talibés n'aient plus qu'à mander au bord de la route. En tant que commerçante, ces 1 161 000 francs CFA me permettent d'augmenter mon fonds de commerce, une somme qui me permet de contribuer à la charge familiale. Le coût de l'opération s'élève à plus de 200 millions de francs CFA, un projet de 2 ans pour lutter contre la pauvreté à Bamako et environ. Le projet vise à augmenter le niveau d'insertion économique des ménages et centres coraniques vulnérables à travers Bamako et périphérie. Promouvoir l'auto-emploi des couches sociales défavorisées et leur facilitant l'accès aux services financiers. Renforcer les compétences techniques des bénéficiaires en gestion simplifiée et l'entrepreneuriat de base. Je tiens à réitérer notre engagement ici, solennellement, pour aider encore une fois de plus les couches les plus vulnérables. Cette œuvre sociale et économique est saluée et encouragée par les autorités du pays. Ce projet contribue spécifiquement à l'atteinte des objectifs spécifiques 2 et 3 de la politique nationale de l'emploi, qui porte sur le renforcement des actions de promotion et de création d'emplois, des activités génératrices de revenus en tenant compte des spécificités des problèmes d'insertion de certains groupes vulnérables. Le projet relèvement socio-économique entend s'élargir à travers le pays pour venir au secours des couches vulnérables. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida a remis cette semaine des kits sanitaires au Centre national de transfusion sanguine. La valeur du matériel est estimée à plus de 170 millions de francs CFA. Le geste vise à renforcer le partenariat entre les deux structures et du coup améliorer les indicateurs sanitaires nationaux. La cérémonie s'est déroulée en présence de notre reporter Dossé Babadjara. Les partenariats entre le Haut Conseil national de lutte contre le sida et le Centre national de transfusion sanguine n'est plus une simple convention. Il se concrétise aujourd'hui à travers un don de kits sanitaires, une collaboration entre les deux structures pour prévenir de nouvelles infections au VIH-Sida ici au Mali. Cette donation est constituée par 300 kits de réactifs, 24 000 poches de sang et 144 cartons d'alcool. Le tout, mesdames et messieurs, pour un montant de 177 48 000 francs CFA, tout taxes confondues. Au regard de ce montant d'investissement et de l'implication des plus hautes autorités, je souhaite vivement que ce kit contribue à renforcer et à agrandir la sécurité sanguine et la sûreté du sang, mais aussi pour lutter
contre la propagation du VIH-Sida. La remise symbolique a été le temps fort de la cérémonie. Elle intervient après une visite d'échange effectuée au sein du Centre national de transfusion sanguine il y a quelques mois de cela, et à l'issue de laquelle des besoins et insuffisances ont été constatés. Le Mali est l'un des rares pays à serrer les poches gratuitement avec un effort consenti du gouvernement malien. Donc venir apporter un appui auprès du ministère de la Santé et du Développement social pour mettre à disposition le sang aux différents patients qui nécessitent la transfusion. Un appui qui vient à point nommé pour qu'on puisse continuer à sauver des vies maliennes. Rappelons que le CNTS a pour mission de collecter, analyser, préparer et conserver les sangs humains et ses dérivés en vue de leur distribution aux établissements sanitaires agréés. 8 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des habitants de Kolokani et Nioro. C'est l'idée du projet de réalisation des infrastructures socio-économiques et d'accompagnement des comités de gestion dans les régions de Koulikoro et Nioro. La deuxième phase du procès a été lancée ce jeudi à Kolokani. Le reportage de Benoro Fofana et Abou Koni. La pose de la première pierre des travaux de rénovation du stade Komi Djose de Kolokani par le programme Jeunesse et Stabilisation marque une étape clé pour le développement local. Ce lancement du projet de réalisation des infrastructures socio-économiques et d'accompagnement des comités de gestion dans les communes de Djema, Kolokani et Nouga vise à améliorer la qualité de vie des populations tout en stimulant le développement de l'économie locale et voire nationale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme, des montants globaux de 13,3 millions d'euros avec une durée initiale de mise en œuvre de 30 mois, 27 projets d'infrastructures dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de l'économie, de la jeunesse et du sport sont identifiés dans les communes de Djema, de Nouga et de Kolokani. Parmi ces 27 projets, 9 seront réalisés à Kolokani. Vraiment, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Vraiment qui est venu au bon moment pour la commune de Kolokani. Pour la durabilité du projet, un cabinet d'assistance a été mis en contribution pour coacher les comités de gestion. Notre mandat est de renforcer les capacités et les compétences des comités de gestion des services sociaux de base afin de les rendre opérationnels, de renforcer les capacités des communes et des comités de gestion dans la régulation des éventuels conflits qui pourront émerger autour des infrastructures nouvelles et celles existantes. Je voudrais saluer cette grande marque de considération pour les choix des communes cibles et saluer aussi, à travers le projet, tous les partenaires qui ont facilité la conception et le démarrage de ces projets intégrateurs qui favoriseront une meilleure stabilisation socio-économique dans nos différentes localités. Financé à 100% par l'Union européenne, le projet est mis en œuvre par la GIZ, la coopération allemande. Un mot sur la célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles à l'intérieur du pays. À Kati, Badjangara et Douanzan, la journée a été marquée par diverses activités, des remises de dons, les activités culturelles et sportives. Le tout soutenu par des messages de reconnaissance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. On fait le point avec Boubacar Bablin Touré et Bokari Koulibaly. Les légitimités traditionnelles à l'honneur ce 11 novembre. Une tradition à l'initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décidé de redonner le rôle et la place qu'il faut à ces piliers combien indispensables pour la stabilité de notre pays. Pour cette édition 2024, le cercle de Kati dans la région de Koulikoro n'est pas resté en marge de la célébration de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles. Ça nous va droit au cœur. Nous remercions les autorités pour ça. Nous ferons de notre mieux. Ce n'est pas facile parce qu'un changement, c'est toujours très difficile. Il y avait des habitudes qui existaient par le passé. De but en blanc, changer ces habitudes, ce n'est pas pour demain. Mais nous pensons que petit à petit, ça va venir. Ces repères incontournables jouent un rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de la société, d'où le choix du thème « Rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation
et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Les légitimités traditionnelles sont des gardiennes des valeurs de la société. Elles contribuent au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits. Dans ces conditions, elles jouent un rôle déterminant dans le processus de stabilisation du pays. L'occasion était opportune pour le préfet du Cercle pour passer cette information par rapport à une décision importante du ministère de tutelle en lien avec les légitimités traditionnelles. Le département en charge de l'administration territoriale a apporté une modification majeure dans les textes régissant l'administration des villages, des fractions et des quartiers en supprimant le mandat des conseillers de village qui s'apparentait à un caractère électif en un mode de désignation sans limitation de mandat. Arborant fièrement leur insigne, les légitimités traditionnelles honoraient ce 11 novembre, un jour de fête et de reconnaissance dédié à ces bibliothèques vivantes. Véritables dépositaires des traditions et cultures ancestrales, les légitimités traditionnelles occupent une place de choix dans la gestion de la nation malienne. Les objectifs de la Journée nationale des légitimités traditionnelles sont, entre autres, de faire mieux connaître les légitimités traditionnelles, de valoriser les fonctions des légitimités traditionnelles, de raffermir l'ancrage des légitimités traditionnelles dans la vie politique, économique et sociale. Nous, légitimités de Bandiagara, nous avons toujours accompagné la transition et nous avons toujours soutenu et nous allons toujours continuer à soutenir la transition. Vivement la prochaine édition dans un Mali plus calme, plus apaisé. Et nous remercions la transition pour la considération à nous accordée. Acteurs incontournables de la vie publique, les légitimités traditionnelles jouent un rôle prépondérant dans la société. Elles constituent des maillons importants dans l'apaisement du front social, la gestion et la prévention des conflits. Elles sont revivifiées par les autorités de la transition depuis mars 2022 à travers une journée célébrée chaque 11 novembre. Dans la région de Douanza, la 3e édition de la dite journée est célébrée avec tous les honneurs. Ce cadre d'échange permettra à coup sûr aux autorités légitimes traditionnelles non seulement de donner des informations sur les nouvelles lois, décrets, arrêtés de décision sur la vie de la nation, mais aussi de recueillir auprès des mêmes autorités légitimes traditionnelles les préoccupations des populations. Retour de l'ascenseur, les autorités coutumières et traditionnelles sont reconnaissantes à l'endroit du chef de l'État pour les nombreux efforts consentis dans leur réhabilitation. Compte tenu de tout ce que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a fait pour nous, nous, autorités et légitimités traditionnelles de la région de Douanza, demandons au général d'armée Assimi Goïta de présenter sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Célébrée dans une ambiance bon enfant, la journée des légitimités traditionnelles à Douanza a également été marquée par des prestations artistiques et une conférence débat. Les régions de Nara, Koutiala et Nyoro ne sont pas restées en marche. La journée a été célébrée, a été marquée par une conférence sur les rôles et responsabilités des légitimités traditionnelles, la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Les détails de Brahima Kone, Idrissa Keita et Moussa Diakité. Dans la salle de conférence de l'ex-conseil du cercle de Koutiala, la journée nationale des légitimités traditionnelles a été célébrée avec toutes les couches sociales. Occasion pour les chefs de villages et de quartiers d'exprimer leur reconnaissance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avant de faire des doléances. Nous, légitimités traditionnelles et coutumières de Koutiala, sollicitons de nos plus hautes autorités la mise en place d'une haute autorité traditionnelle, l'octroi d'une indemnité de fonction pour faciliter la prise en charge de nos missions de représentation et d'hospitalité. Pour la région de Koutiala, nous sollicitons auprès du gouvernement la reprise des travaux de construction de l'hôpital de Koutiala, le bitumage des routes d'accès reliant les cercles à la ville de Koutiala et aussi des routes à l'intérieur de la ville de Koutiala. Hommage a été rendu à toutes les autorités et légitimités traditionnelles de la région de Koutiala pour leur contribution à la préservation de la paix sociale. La région de Koutiala regorge
un riche patrimoine immatériel sur les mécanismes d'éducation, de gestion et de prévention des conflits. Notre grand plaisir a été de profiter de leur exploitation judicieuse dans la gestion des affaires publiques de la région de Koutiala. Messieurs les chefs coutumiers, je vous adresse toute notre reconnaissance et notre encouragement dans cette dynamique qui contribue au développement équilibré et harmonieux de la région. Les légitimités traditionnelles et coutumières de Nara dans une parfaite communion pour célébrer leur journée nationale. La conférence initiée à cet effet porte sur le rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. C'est grâce à la transition que nous, les chefs de village, sommes considérés aujourd'hui. Nous félicitons le président de la transition, Assimi Goïta, pour sa nomination au grade de général d'armée ainsi que ses autres compagnons. Nous sollicitons sa candidature aux futures élections présidentielles. Exposés, questions-réponses ont permis aux conférenciers Maurice Traoré, préfet des Balais, d'édifier les participants sur comment préserver les valeurs sociales et culturelles, contribuer au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Aussi, Maurice Traoré a mis l'accent sur les commissions foncières et le mode de désignation des chefs de village. Ces commissions foncières sont composées majoritairement de chefs de village de légitimité traditionnelle. C'est pour permettre à ces chefs de village d'empêcher que les litiges liés aux fonciers ne parviennent jusqu'au niveau des tribunaux. Elles le disent qu'elles avaient longtemps été mises à l'écart, toutes choses qui ont amené l'effritement de nos valeurs, toutes choses qui ont entamé le tissu social. L'incivisme a grandi et je crois que c'est ce qui a inspiré le président de la transition à décréter la journée de légitimité. En Yoro, les légitimités traditionnelles jouent un rôle important dans la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Les populations de la région, dans une ambiance de fête, sont sorties massivement ce 11 novembre pour donner à la journée tout son sens. Les populations de Nioro, par ma voix, adressent leurs sincères félicitations aux autorités de la transition pour la promotion au grade de général d'armée de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous saluons et félicitons également les autres crans militaires qui eux aussi le méritent d'être élevés au titre de général pour le service rendu. Je ne saurais terminer mon allocution sans réitérer la forte demande des populations de la région de Nioro pour la candidature de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, à la prochaine élection présidentielle. Votre engagement indéfectible à soutenir la transition n'est plus à démontrer. Les propos de votre porte-parole suscitaient la candidature du président de la transition à la magistrature suprême et me ferait le devoir de les transmettre aux plus hautes autorités. Nous restons à l'intérieur du pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a inauguré la maison des jeunes de Yanfolila, coût de réalisation 80 millions de francs CFA de Bougouni. Le reportage de Abdul Karim Konaté et Djibril Barayoko. Ces coups de ciseaux du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne témoignent l'inauguration de la maison des jeunes de Yanfolila. Bâtie sur une superficie d'1 demi-hectare, cette maison des jeunes de Yanfolila est composée d'une chambre de buvette, une salle de nuit, 4 chambres d'accueil, une salle de spectacle d'une capacité de 600 personnes, 2 coulisses, un magasin, une salle de conférence et des toilettes, pour un coût total de 80 millions de francs CFA. Chers camarades jeunes de Yanfolila, cette maison des jeunes est désormais la vôtre. Elle est bien plus qu'un bâtiment, elle est un symbole de notre avenir commun. Un lieu où vous pourrez acquérir les compétences nécessaires, échanger des idées et forger des projets qui profiteront non seulement à Yanfolila, mais aussi à la région de Bougouni et le Mali tout entier. En inaugurant cette maison des jeunes, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba réaffirme son engagement à doter la jeunesse de Yanfolila d'un espace adéquat pour qu'elle puisse s'épanouir. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir qu'il y a eu beaucoup d'améliorations et nous félicitons non seulement les autorités régionales, mais les autorités communales également pour ce suivi qui a été fait sur le terrain, ainsi que nous, nos acteurs et nos services au niveau communal.
et surtout également l'entrepreneur qui a eu quand même cette vigilance de pouvoir respecter les engagements qui avaient été donnés. Parce qu'il faut reconnaître que depuis 2006, cet endroit est ici et est resté longtemps, vraiment dans une situation désagréable qui n'était pas du tout conforme. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de voir que c'est ouvert maintenant à la jeunesse. Et la jeunesse de Yanfolila méritait vraiment cela. A noter que le ministre, avant de quitter Yanfolila, s'est entretenu avec les jeunes dans ses nouveaux locaux. Un mot de culture, c'est parti depuis hier pour les festivités de la première édition du festival Kasso Kumbeba à Ousbi-Diania. L'événement est organisé par l'Association des jeunes du Cercle en partenariat avec Djalikunda International. Ce rendez-vous culturel est pour les organisateurs une façon de promouvoir la culture de la contrée. Il est placé sous le thème paix et cohésion sociale. Envoyés spéciaux à Ousbi-Diania, Daouda Kone, Gaussou Ashtouré, Abbas Bass et Django Tungara. Sur la place publique de Ousbi-Diania, l'on enregistre plusieurs centaines de personnes venues pour cette première édition du festival Kasso Kumbemba qui vient d'être lancé. À l'image de cette cérémonie, les festivaliers assisteront pendant 5 jours à des prestations d'artistes du terroir et plusieurs autres activités socio-culturelles. Ce festival est une initiative de l'Association des jeunes du Cercle de Ousbi-Diania en partenariat avec Djalikunda International. L'objectif est de renforcer le vivre ensemble et de promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés vivant dans l'aire géographique de Tomora. C'est ce qui justifie le thème paix et cohésion sociale. Soyez tous les bienvenus à cette première édition Festival Kasso Kumbemba. Un événement qui incarne notre vision commune d'un Kasso uni et solidaire. Les autorités administratives et politiques de la nouvelle circonscription de Ousbi-Diania, résilientes face à l'enclavement, expriment leurs sentiments au regard de l'importance du festival. Je pense que le fait d'initier de telles rencontres, de tels rassemblements pour montrer notre culture, nos identités, vraiment je pense que ça peut raffermir vraiment la cohésion sociale, le bon vivre ensemble, et puis amorcer vraiment le développement. C'est ensemble que nous pouvons relever les défis. Je vous demande humblement de se donner la main pour la paix, regarder dans la même direction, de se pardonner pour le bonheur de tous. Je vous réaffirme le soutien indéfectible, sans foi ni condition, de l'administration à accompagner toutes les initiatives qui seront prises pour le développement du cercle et son rayonnement, visant à renforcer la paix et la cohésion sociale. Cette première édition du festival Kasso Kumbemba est un événement historique pour les 5 arrondissements et plus de 170 habitants que compte le cercle de Ousbi-Diania. Il est visiblement marqué par la culture kassogué et les œuvres artistiques. Les Djakité Kaba du Mali et de la sous-région ont organisé cette semaine pour la 13e fois consécutive leur ziara, cérémonie au cours de laquelle ils ont échangé sur les voies et moyens permettant le développement de leur localité. Des prières ont été faites pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble dans la région. Le reportage de Moussa Djakité. Cette 13e édition de la rencontre des Djakité Kaba ou Kabalanké, descendants de El Hadj Oumar Djoum Kaba Djakité à Nioro, aura comblé toutes les attentes. Ils étaient plusieurs centaines de participants venus de tous les coins du Mali, de la sous-région et de plusieurs pays à travers le monde à y prendre part. Cette édition 2024 a été l'occasion pour les Kabalanké et leurs alliés de multiplier des séances de lecture de Coran, d'organiser des soirées de prêche et de prier pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre pays. C'est un événement rassembleur, ça crée la cohésion, ça donne des bonnes habitudes de penser positivement. C'est pourquoi nous sommes là et nous sommes ravis de le faire vraiment sur la terre de nos ancêtres et de le faire pour tout le monde. Les Djakité Kaba se sont ensuite rendus dans l'enceinte du camp militaire El Hadj Oumar Tall pour se recueillir sur la tombe de leur ancêtre commun Djoum Kaba Djakité, qui y repose depuis des siècles. Nous avons assisté à des fidèles qui prêchent la paix, qui prêchent la réconciliation, qui prêchent le vivre ensemble et qui font des bénédictions pour notre pays, notre cher Mali.
Toutes les dispositions ont été prises pour la sécurisation des fidèles et sécuriser l'événement. C'est l'idée pour moi de les remercier et de les féliciter pour la réussite de la 13e édition de la Ziyara de Alpha Omar Djoum Kaba Diakité. Vivement l'édition 2025 de la rencontre des descendants de Djoum Kaba Diakité à Nioro. Nous arrivons à la chronique judiciaire d'Aribou Pérou. Dans ce numéro, nous parle des missions du tribunal ecclésiastique, une structure interne de l'Église catholique pour rendre justice. Comme dans chaque église diocésaine, Bamako a son tribunal ecclésiastique interdiocésain de première instance. Il a été constitué en 1990 par les évêques des 6 diocèses du pays. Le tribunal ecclésiastique ne se substitue pas aux cours et tribunaux du pays. La compétence de cette juridiction religieuse n'est pas étendue. Elle a naturellement autorité sur les fidèles chrétiens catholiques. Comment fonctionne ce tribunal jusqu'ici très peu connu et comment s'adresser à ce tribunal? Découvrons ensemble. Sans prison ni aspect répressif, nous sommes au tribunal catholique de première instance de Bamako. Interne à l'église, ce tribunal fait référence à la Bible. C'est Saint Paul qui a recommandé aux chrétiens de Corinthe d'éviter de soumettre leurs litiges à des personnes externes à la communauté. C'est une pratique qui remonte à l'Antiquité, organisant de cette façon les chrétiens catholiques. La première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, il dit « Quand l'un de vous entre en conflit avec un frère, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres de la communauté? Il y a sûrement parmi vous au moins un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. » Bon, Saint Paul considère frères les chrétiens. Il parle de tribunaux païens parce qu'on était dans l'Antiquité et on était dans l'Empire romain, donc les tribunaux étaient disons, la société était considérée païenne. Qui dirige ce tribunal qui rend les actes du procès authentiques d'une juridiction où c'est la repentance et la spiritualité qui occupent les premières places? La direction dépend du type du tribunal. Si c'est tribunal local diocésain, c'est l'évêque diocésain qui est le responsable dernier, qui se fait aider par un vicaire judiciaire. C'est celui qui dirige concrètement au nom de l'évêque le tribunal. Et il y a des tribunaux interdiocésains, comme le cas du Mali. Alors, c'est toute la conférence des évêques qui a la responsabilité et qui nomme un d'entre eux comme modérateur de ce tribunal. Et pour ce qui concerne les 3 tribunaux universels apostoliques, c'est le Saint-Père, le Pape. Les activités de ce tribunal sont précises. Elles se limitent en partie au contrôle du respect des lois ecclésiastiques. Ça, c'est le code de l'Église. Il y a un canon, le canon 1401, de droit propre et exclusif. L'Église connaît des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui sont connexes. Et deuxième aspect, la violation des lois ecclésiastiques et tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l'infliction de peines ecclésiastiques. Donc pour l'Église, c'est plutôt d'intervenir sur les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles, s'il faut, selon les demandes des fidèles eux-mêmes, à l'intérieur de l'Église. Il ne touche pas des éléments extérieurs. Ici, les procédures pénales sont heureusement moins nombreuses. Les délits dans l'Église sont comme, par exemple, avoir des opinions contre la foi ou contre des aspects de la foi publique, enseigner par exemple, ou des activités ou des comportements contre l'obéissance à l'autorité, toujours très grave. Ça peut être, comme par exemple un homicide. Puisque le divorce n'existe pas, comment se déroule donc une cause de nullité d'un régime matrimonial? L'unique cause de dissolution est la mort de l'un des conjoints. Mais par exemple, s'il y a une maladie psychologique déjà présente au moment de l'échange du consentement, même si cachée ou pas encore explosée de manière
grave. Il y a un mariage forcé, il y a le mensonge grave. J'ai lu sur les sorts, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais dans l'année précédente, on avait eu 8000 et quelques divorces et 6000 et quelques mariages à Bamako. Pour moi, le mariage est une réalité sacrée partout, non? De bien se connaître avant de se marier et avoir des bases solides avant de se lancer dans cette aventure qui est belle, mais qui est exigeante aussi. Pour éviter l'échec, il faut aller à l'école du mariage avant de s'engager. Le tribunal dont il est question ne concerne que les fidèles catholiques. Ils sont citoyens d'un État qui a ses principes pour le bien commun de la société. En tant que tel, en dépit de l'existence d'un tel tribunal, les catholiques se soumettent aux normes nationales. L'actualité dans les pays de l'AES nous conduit au Burkina Faso avec l'Assemblée générale du Haut Conseil national pour la recherche scientifique et l'innovation. Parmi les sujets de discussion, le financement de la recherche et la coordination de la recherche et l'innovation pour plus d'efficacité. Le reportage de nos confrères de la RTB, Issouf Kaboré et Tanga Kafando. L'Assemblée générale ordinaire du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation a porté sur les mécanismes de transfert des résultats, les enjeux et les défis du financement. Pour le chef du gouvernement qui a présidé cette haute instance des sommités du monde de la recherche et les représentants des institutions étatiques, la recherche scientifique doit répondre aux préoccupations du moment et l'État, convaincu de cela, se donne les moyens pour financer le secteur à la hauteur des moyens disponibles. Actuellement, quelles sont les priorités pour Burkina Faso? C'est la sécurité, c'est la refondation, c'est le développement. Et sur ces 3 points, ensemble, on peut sentir la recherche. Des différentes communications, il ressort que le financement de la recherche scientifique reste un défi, tout comme la coordination des unités et des actions de recherche au Burkina, des défis que le département de tutelle compte relever à travers des réformes. Dorénavant, le Fonds RID devra financer des projets de recherche structurants et impactant la société burkinabé, pouvant même aller jusqu'à 100 millions, 200 millions, nous n'avons aucun problème. Le plus important pour nous, c'est véritablement de disposer de fonds nécessaires pour s'attaquer aux défis majeurs de notre société. Le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation est créé en 2016. Il est chargé de donner son avis motivé et assurer le suivi de toutes les orientations politiques en matière de recherche scientifique, de technologie et d'innovation. Voyons à présent l'évolution des forces de défense et de sécurité du Niger. La semaine écoulée a été très dense en opération. Elles ont neutralisé des terroristes, saisi des matériels. Le commentaire de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans la soirée du jeudi 7 novembre 2024, une patrouille de routine menée dans le secteur de Ouro-Dialago a permis de détecter un engin explosif improvisé. Les sapeurs du génie militaire, déployés avec réactivité, ont sécurisé la zone et détruit l'engin avec succès. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération temporaire dite Sarankassa, un total de 180 bidons de gasoil, soit 4500 litres, ont été saisis. À l'est du Niger, dans la région de Difa, le jeudi 7 novembre 2024, en fin de journée, la patrouille départementale de Ngourti a pris en chasse 2 véhicules suspects. L'un des véhicules a été intercepté à environ 5 km au nord de Gachondé, soit à 70 km à l'ouest de Ngourti. Cette opération s'est soldée par l'arrestation de 2 trafiquants et la saisie d'une importante quantité de comprimés dangereux. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, suite à des renseignements fiables, les éléments de la garde nationale de Chirozérine se sont rendus le 5 novembre 2024 dans les grottes d'Intabakat, situées à environ 8 km au sud d'Afara et 50 km au sud-ouest de Chirozérine.
Sur place, après des fouilles minutieuses, ils ont découvert un important arsenal de guerre, soigneusement dissimulé à l'intérieur de la grotte. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, les opérations de contrôle des passagers menées par les forces de sécurité ont permis d'interpeller 6 personnes fortement suspectées d'approvisionner les groupes criminels à partir de Niamey. Les fouilles minutieuses effectuées sur ces individus ont permis de saisir la somme de 18 191 800 francs CFA ainsi que 5 téléphones portables. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes et à demain. Plaise à Dieu.